Bonjour, c'est Christelle Cronier pour le Cercle de Confiance. Aujourd'hui, Guillaume Doquitonon, le président fondateur de Reach, nous explique comment trouver les bons influenceurs pour affiner votre stratégie marketing d'influence. Des petits coups de perceuse de l'immeuble d'à côté viennent rythmer de temps en temps son discours. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va et vous ? Pas mal. Déjà, dans un premier temps, je voulais que vous m'expliquiez ce qu'est Reach. Vous avez dû voir, on est un pure player du marketing d'influence, on fait que ça. On est à l'origine d'une boîte tech, puisque on a commencé par développer une technologie qui nous permet de récupérer de la donnée sur les influenceurs et leur communauté. Oui. Donc on est partenaire des réseaux sociaux et grâce à ce partenariat, les réseaux nous fournissent de la data sur l'ensemble des influenceurs dans le monde. On a la data sur 7 millions d'influenceurs. Ah oui. Et fort de ce positionnement, on a aujourd'hui deux modèles, un modèle historique et un modèle d'agence. Parce que quand on est arrivé sur le marché, les marques n'étaient pas matures sur le marketing d'influence et donc il fallait les accompagner. Et donc c'est nos équipes qui utilisent la techno pour des clients qui nous délèguent l'intégralité de leur campagne d'influence marketing. D'accord. Oui, j'ai vu que vous avez des clients comme Coca-Cola, Carrefour, Philips. Unilever, Philips, Yves Rocher. Accor. Alors Yves Rocher, ils sont plutôt sur le second modèle. D'accord. Ça c'est depuis un peu plus d'un an maintenant. Le marché est devenu de plus en plus mature sur l'influence. Il y a des clients qui ont internalisé l'influence. Oui. Et dans ces cas-là, nous, on leur vend la technologie sous licence, en mode SaaS. Donc, on a vraiment les deux approches. On a à la fois une approche agence, qu'on appelle Reach Agency, et puis une approche techno sous licence, qu'on appelle Reach Influence Cloud. Vous faites des analyses, on va dire, sur les influenceurs. C'est quoi vos critères de sélection ? Alors nous on a à peu près 200 points de data sur chaque influenceur. Oui. Donc ça va être la taille de la communauté, le taux d'engagement, le profil socio-démographique des communautés, le profil socio-démographique de l'influenceur, la croissance de ses abonnés, l'intérêt de son audience en termes de marque, en termes de thématiques. Enfin, il y a énormément de data qui sont disponibles. Alors c'est variable selon les réseaux, mais plus ou moins selon chaque réseau. Mais on a au total 200 points de données qui nous permet de trouver l'influenceur le plus pertinent pour une campagne de marque, ou qui permet à la marque, si elle est utilisatrice de notre techno, de trouver elle-même les influenceurs les plus pertinents pour ses campagnes. Le bilan des data, il devient crucial pour les entreprises pour faire leur pub. Ils augmentent leur budget dédié à l'influence marketing. Alors oui, le budget influence augmente. On a interrogé des marques en ce début d'année et en fait elles sont quasiment 80% à dire augmenter leur budget d'influence marketing dans les 2 prochaines années. Pour trouver le chiffre exact, donc on est sur un marché qui est en forte croissance. Les chiffres marchés aussi illustrent bien puisque c'est un marché qui pesait 6 milliards d'euros en 2019 et qu'en pèse 20 aujourd'hui. Donc il y a une très forte croissance du marketing d'influence. Pour vous, les réseaux montants, c'est lesquels alors ? Alors, le réseau de l'influence marketing, c'est Instagram. Oui. Et ça fait plusieurs années. C'est le réseau préféré des influenceurs. Ils sont 93% des influenceurs à faire des campagnes à considérer Instagram comme leur réseau principal. Ils sont les 94% des marques à privilégier Instagram pour leur campagne de marketing d'influence. Mais cette année, donc ça fait déjà plusieurs années que c'est le cas. Oui. Mais en 2022, il y a un challenger qui arrive assez fort, c'est TikTok. Oui. Qui a une forte, c'est le nouveau réseau sur lequel et les influenceurs et les marques s'intéressent le plus. Donc ça montre qu'il est en mode en croissance. Maintenant, je pense pas qu'il va dépasser Instagram en 2022. Ouais. Alors est-ce qu'il va, la question c'est quid de 2023, 2024, tout dépend de la capacité de TikTok de continuer à innover. C'est ça le vrai sujet, quoi. Parce que Instagram est quand même très très fort pour reprendre des formats à son compte. Et donc TikTok, est-ce que TikTok va réussir à innover sur des formats assez rapidement pour passer devant ? C'est vraiment, je pense que peu seront capables d'y répondre. Après Twitch, Pinterest, podcast, tout ça, vous en pensez quoi ?
Alors c'est vrai que j'en ai pas parlé parce que TikTok est devant, mais dans cette liste justement, quand on pose la question sur quels nouveaux réseaux sociaux comptez-vous lancer des campagnes d'ici 2022, il y a TikTok en premier, mais en deuxième il y a en effet Twitch, Ouais. et en troisième il y a le podcast. D'accord. Donc vous voyez, ils sont quand même, vous les avez cités, ils sont dans le top 3. Twitch est en train de se grand publiciser. Il quitte son ADN un peu de gamer pur. On voit de plus en plus de marques de sport s'intéresser à Twitch, de marques grand public s'intéresser à Twitch. Donc voilà, Twitch est avec son modèle de social TV marche bien et plaît de plus en plus. Et puis le podcast parce qu'il y a eu une très forte croissance de ce modèle-là et puis ce modèle d'écoute qu'on retrouve assez peu finalement sur les autres réseaux sociaux. C'est assez écouté en fait les podcasts au final. C'est assez écouté et oui, c'est un format qui plaît bien parce que c'est un format qui dans notre rythme de vie où on veut faire plusieurs choses en même temps le permet, ce qui est le cas d'aucun autre format en fait, de faire de la cuisine, de se préparer le matin en écoutant quelque chose. Ouais. C'est vrai que finalement c'est le retour de la radio quoi. Le podcast c'est pas grand chose d'autre que de la VOD adaptée à la radio finalement quand on y réfléchit. Ouais. Et donc ça fonctionne bien. Et si vous aviez par exemple à me donner 5 pratiques de l'influence marketing qui fonctionnent vraiment, ça serait lesquelles ? Alors 5 pratiques, la première, alors elle est ancienne, mais elle reste toujours néanmoins importante. C'est pas la taille de la communauté qui compte. C'est quitter ce KPI qui était le premier KPI au début quand en 2015-2016 quand les marques s'intéressaient à l'influence. Ouais. Alors au pire, c'était elles utilisaient aucune data, mais au mieux c'était la taille de la communauté. Tout le monde ne jurait que par la taille. C'est-à-dire, moi je veux un influenceur qui ait 2 millions d'abonnés, 5 millions d'abonnés, tout le monde voulait travailler avec Norman, Enjoy Phoenix. Et puis à un moment, les marques ont compris en fait que à force de pédagogie, que plus l'influenceur avait d'abonnés, moins il avait un taux d'engagement qui était important. Ce qui est assez logique puisque plus on a d'abonnés, moins on a de points communs dans sa communauté. Ouais. Et donc les marques ont commencé à s'intéresser à ce qu'on appelle la mid-tail, c'est les influenceurs qui sont plus petits en taille. Mid-tail. Moyenne traduction de moyenne traîne. Ouais. C'est en fait, au lieu d'aller vers des influenceurs d'1 million d'abonnés, on va travailler avec 10 influenceurs de 100 000. Ouais. Parce que quand on a des influenceurs de 100 000 abonnés, ils ont des taux d'engagement qui sont plus hauts. Et donc ça, c'est vraiment la première bonne pratique. Elle date, mais c'est quand même nécessaire de la rappeler. Oui. Surtout pour ceux qui débutent dans l'influence marketing. Voilà, parce que c'est quand même une erreur qu'on peut faire. Oui. Ensuite, la deuxième bonne pratique, c'est de s'intéresser à la data. On est dans un univers de la donnée. Oui. On fait de l'influence marketing. On est sur l'écosystème des réseaux sociaux et donc on a accès à énormément de données. Et donc il faut être capable de l'analyser, de la comprendre et de prendre des décisions en fonction de la data. C'est un métier de data. On se lance pas dans l'influence, on choisit pas un influenceur parce qu'on l'aime bien, parce que elle représente bien ma marque. Ouais. Ouais, mais est-ce que elle représente bien ma marque, mais est-ce que sa communauté représente la marque? Et ça vous le verrez pas en regardant la photo de profil de l'influenceur. Ça paraît un peu ironique comme je le dis, mais il y a beaucoup de marques de mode et de beauté qui cherchent dans l'influenceur un ambassadeur. Oui. Un peu comme quand elles cherchaient à l'époque des égéries, des modèles, des mannequins, des égéries en fait. Mais c'est pas ça l'influence marketing. On cherche pas une égérie, on cherche quelqu'un qui va toucher son public. La troisième bonne pratique, c'est de faire les choses dans l'ordre. Pourquoi je dis ça? C'est que parfois on pense que le plus dur dans une campagne d'influence marketing, c'est de trouver les influenceurs. C'est quels influenceurs sur ma campagne. On pense d'ailleurs que le succès d'une campagne d'influence marketing, c'est le choix des influenceurs. C'est pas vrai. Le choix des influenceurs, ça arrive après. D'abord, c'est qu'est-ce que je vais faire avec les influenceurs. C'est le concept de la campagne. Parce que c'est ce concept qui va nous guider ensuite dans le choix des influenceurs. Selon la mécanique de la campagne, je vais pas du tout choisir les mêmes typologies d'influenceurs. Et ça, c'est un vrai switch mental à faire parce que c'est pareil, il y a des marques qui ne jurent par des castings. Je me lance dans l'influence, faut que je trouve le bon casting. Non, faut que je trouve le bon concept. Et ensuite, une fois que j'ai mon concept, je vais trouver mon casting.
parce que si je vais faire du drive to store en faisant un événement où les communautés vont rencontrer l'influenceur dans la boutique, je veux pas avoir les mêmes typologies d'influenceurs. Faut que j'ai des influenceurs qui donnent envie de venir, donc qui sont plutôt des très gros influenceurs avec une notion presque de fan. Oui. Alors que si ma stratégie c'est plutôt de faire de la recommandation presque bouche à oreille, je vais plutôt avoir des influenceurs avec des abonnés beaucoup plus petits, mais avec un effet d'imitation en fait entre la communauté et l'influenceur. On s'adresse vraiment pas aux mêmes influenceurs selon la mécanique, et les mécaniques il y en a plein. Il y a le test produit, il y a la co-construction d'une gamme de produits, il y a des visites d'usine, il y a utiliser l'influenceur pour créer des contenus à la place de la marque. On peut faire plein de choses en fait avec les influenceurs. Donc voilà, faire les choses dans l'ordre pour inciter les marques à penser concept. Parce que sinon, si on pense pas concept, qu'est-ce qu'on fait? On fait du test produit. Ouais. Sauf que les gens en ont marre de voir des tests produits. On est entre nous, on se fait chier en fait de regarder des influenceurs qui font qui montrent sur leur photo Instagram ce produit il est super. C'est plus ça qu'attendent les communautés. C'est comme la pub. Même maintenant les pubs elles sont longues, elles racontent des histoires, elles créent des émotions. C'est le storytelling quoi. Ça fait pas beaucoup d'émotions. La quatrième pratique, je dirais, faites attention à la cession de droits d'auteur, parce que quand vous commencez à découvrir l'influence marketing et vous vous rendez compte que vous avez, grâce aux influenceurs, des super contenus. Oui. Et en fait, vous avez envie d'en faire plus que ce que vous avez, que juste votre campagne d'influence. C'est comment je vais donner une seconde vie, une troisième vie à mes contenus, et je vais vouloir les réutiliser. Pourquoi pas mettre les photos d'influenceurs sur mes fiches produits, oui. Même peut-être sur mon compte Amazon. Ça va me permettre il y a des études qui ont montré que quand il y a des photos qui sont hautes que celles de la marque sur Amazon, vous allez avoir des taux de conversion qui sont plus hautes. Donc je vais avoir envie en fait de réexploiter ce contenu-là. Et pour pouvoir le faire, il faut bien qu'il y ait, au moment de la campagne d'influence, dans les briefs, il faut bien qu'il y ait la cession de droits d'auteur qui soit inclus. Ah oui. Donc voilà, ça c'est un petit tips, mais oui, carrément. Parce que c'est trop tard une fois que vous avez fait vos contenus. Alors déjà, si vous l'avez fait et que vous retournez vers l'influenceur en disant j'ai oublié de te demander est-ce que tu m'autorises à mettre tes contenus sur d'autres leviers, là vous n'êtes pas trop en position de force, parce qu'ils sont déjà faits, et s'ils vous disent oui mais c'est X milliers d'euros, vous pouvez pas trop négocier. Donc il faut négocier au moment du contact de l'influenceur en lui disant moi je vais utiliser tes contenus ailleurs parce que j'ai envie de le faire ailleurs, et donc dans mon prix j'intègre ça. Est-ce que t'es ok? Et le cinquième, la cinquième bonne pratique, là on va encore plus loin, là on s'adresse vraiment à des gens très matures. C'est une tendance qui arrive des États-Unis et qui arrive très très fort en France. C'est de la folie aux US, ça s'appelle l'amplification. Ouais. Alors l'amplification c'est quoi? C'est vous faites votre campagne d'influence, vous avez dealé avec des influenceurs, ils ont posté vos contenus. Vous venez ensuite mettre du budget paid, donc du budget sur les régies des réseaux sociaux, au nom de l'influenceur. Ça veut dire qu'en fait, vous allez acheter de la visibilité à Instagram, à TikTok, à Facebook, pour promouvoir le contenu que l'influenceur vient de faire. C'est publicité, comme on voit là, à Facebook Ads. Exactement. Et pourquoi faire ça? Parce qu'en fait, quand vous faites une campagne avec un influenceur qui a 100 000 abonnés, vous imaginons que vous le payez, 5 000 euros. Dans ces 5 000 euros, vous avez déjà un coût de création du contenu. Oui. L'influenceur, alors c'est des influenceurs, vous savez pas exactement, mais les 5 000 euros ne vont pas que dans la diffusion. Ils vont parce que l'influenceur a créé sa vidéo sur YouTube. Oui. Et que ça a coûté de l'argent en fait de créer cette vidéo. Donc il y a un coût indissociable et inécrasable qui est le coût de création du contenu. Et puis après, dans les 100 000 euros, dans les 100 000 abonnés, vous allez peut-être toucher il y a peut-être 10, 15, 20 000 personnes qui vont voir le contenu. Et donc, toute la question, c'est comment je capitalise sur ce contenu, comment je lui donne plus de visibilité. Là, c'est en faisant de l'ADS sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Et finalement, je vais étendre ma communauté. Et ça revient exactement à... si je le fais pas, c'est comme si j'avais acheté une publicité, comme si j'avais créé une pub télé, ça m'avait coûté des millions d'euros, mais que je la diffusais qu'une vingtaine de fois. Si je calcule, mon coût contact, il est très haut, parce qu'en fait, j'ai pas absorbé mon coût de création de ma copie télé. Ou même sur LinkedIn, par exemple, un réseau comme LinkedIn, c'est intéressant de faire de la pub? Franchement, sur tous les réseaux, aujourd'hui, l'amplification, ça vaut le coup parce qu'on vient
on vient écraser le coût de création du contenu. Ouais. Et on vient toucher une communauté plus large du contenu qu'on vient de créer avec son influenceur. Aux États-Unis, il n'y a pas une campagne d'influence marketing qui sort sans amplification et toutes les marques le considèrent. Et en France, bon, il y a encore du taf. En 2021, je crois qu'il y avait 150 000 influenceurs en France. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ça devient de plus en plus compliqué, de plus en plus compétitif de devenir influenceur ? Ça dépend qu'est-ce qu'on entend par compliqué d'être influenceur. Si la question c'est en faire un métier, oui, c'est beaucoup d'appelés, peu d'élus, puisqu'ils sont aujourd'hui quasiment 85% à gagner moins de 5 000 euros par an sur l'influence marketing. Donc on n'est pas du tout dans une activité principale pour l'immense majorité d'entre eux. Donc si la question c'est oui, c'est dur d'en vivre. En effet, c'est pour beaucoup d'ailleurs, c'était même pas le but. Pour beaucoup, c'est une activité passion qui se fait en parallèle d'un autre métier qui peut d'ailleurs, c'est assez drôle quand on demande aux influenceurs ce qu'ils font, ça peut ne rien avoir à voir avec leur activité principale. Ouais. Vous avez des gens qui sont infirmiers et qui sont influenceurs cuisine, puis à côté vous avez des gens qui sont cuistots et qui sont influenceurs tech. Donc ça n'a parfois rien à voir avec son métier. Et puis est-ce que c'est difficile en termes de travail? Oui, c'est quand vous les interrogez, parce qu'il y a beaucoup d'a priori. On a l'impression que les influenceurs c'est des gens qui voyagent toute l'année et qui se font rincer par les marques. Attention, c'est loin d'être la réalité. C'est comme si on pensait que tous les footballeurs étaient Messi. C'est pas le cas. Déjà, il y en a plein qui en font le dimanche par passion. Il y en a qui sont qui jouent quand même en compète, mais qui sont pas du tout professionnels et qui en vivent pas. C'est exactement pareil dans le métier de l'influence. On voit que l'influence marketing, c'est un marché vraiment qui est en train de se structurer. Il y a des enjeux, on va dire, d'harmonisation des codes, des règles déontologiques, etc. Est-ce que vous pouvez me redire un petit peu comment vous faites en fait pour trier les posts avec votre intelligence artificielle? Parce que par exemple, pour voir ceux qui font de la publicité abusive ou alors le dropshipping. Comment on fait? En fait, nous, on vient faire de l'analyse sémantique sur les contenus. C'est assez intéressant ce qu'on fait avec l'art, puisque on leur permet de mesurer le respect des règles publicitaires. Oui. Parce que, comme je vous le disais en intro, nous, on récupère la data sur 7 millions d'influenceurs, donc l'ensemble des influenceurs dans le monde. Bon, pour la RPP, on se concentre sur la France. Mais on travaille avec des équivalents de la RPP dans d'autres pays, par exemple en Inde. Ouais. Et on fait exactement la même chose en Inde. On vient essayer de traduire les règles de la RPP en règles technologiques. Oui. Et donc, par exemple, sur le cas de la publicité déguisée, on vient essayer de trouver des influenceurs où il y a des suspicions de partenariat. C'est-à-dire qu'il y a des citations d'une marque, il y a des partages de codes promo, il y a des choses qui nous font dire, tiens, cet influenceur est en partenariat et pourtant, il n'a pas déclaré son partenariat. Et ça, on est capable technologiquement on a écrit l'algorithme qui permet de détecter des contenus qui nous semblent être en partenariat, mais dont la présence des mots sponsorisés pas en partenariat avec ne sont pas. Je concours, tout ça, c'est ça. En fait, c'est quand vous voyez, il y en a beaucoup qui vont faire la promo, on va dire, de produits fabriqués en Chine. Ça, c'est pas des pratiques que vous pouvez dénoncer ou, enfin, je sais pas. En fait, le truc, c'est que le dropshipping en soi n'est pas interdit. Ouais. Acheter des produits à l'étranger, les revendre en France et gagner de l'argent dessus, bon, c'est malheureusement un peu la base du commerce. C'est pas interdit, mais en revanche, ce qui est interdit, c'est les promotions trompeuses. Donc de dire que le produit est à 300 € et qu'exceptionnellement il est à 9,90, ça par contre c'est interdit par le code du commerce. C'est évidemment dans le dropshipping il y a aussi des arnaques. Ça c'est pas du dropshipping, mais c'est pire, c'est qu'en fait les produits ne sont jamais reçus. Ouais. Donc en fait le dropshipping en soi n'est pas interdit, mais les dérives liées au dropshipping, le dropshipping flirte parfois avec les interdictions. Alors là, ça c'est moins le sujet, je crois, c'est pas un truc que vous pouvez repérer, vous? Ouais, c'est plutôt le sujet de la DGCCRF et qui sont pas encore clients de Reach, j'espère, et qui pourraient utiliser notre techno pour repérer des infractions sur ces sujets-là. Tout ça dessert vachement notre secteur, parce qu'on parle que de ça, on parle beaucoup des arnaques, des influenceurs de la télé-réalité, des gens qui respectent pas les règles publicitaires.
Et en fait, ça dessert tous les professionnels, que ce soit les influenceurs, les marques, les gens qui travaillent chez nous, qui font en sorte en fait de bien faire leur métier et d'avoir un levier publicitaire dans un cadre sain, quoi. L'influence marketing n'évoluera que si le cadre est sain. C'est pas un métier de margoulin, donc c'est un levier qui doit avoir ses lettres de noblesse, parce que on essaye d'être créatif, on fait de la publicité en montrant que c'est de la pub, en plaisant aux audiences, et c'est ça qu'on veut faire dans le marketing d'influence. Vous êtes entrepreneur, j'ai vu, depuis l'âge de 21 ans, c'est ça? Oui, je suis associé avec mon petit frère, et on est associés depuis nos premières expériences pro. Ouais. On a monté une première boîte dans un autre domaine, puisqu'on était dans le métier du référencement naturel. Mais en fait, c'est comme ça qu'on a découvert l'influence, parce que quand on travaille dans le référencement naturel, c'est un peu technique, mais on travaille beaucoup avec les blogueurs. Et donc on a toujours été très proche des blogueurs. Et en fait, c'est les blogueurs qui sont devenus les premiers influenceurs. Et donc c'est comme ça qu'on a vu ce marché arriver. On a été vraiment aux premières loges de l'émergence du marché de l'influence. À bientôt. À très bientôt. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Le Cercle de Confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure. À retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute. Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, YouTube et encore bien d'autres. Plein de bonnes ondes pour la semaine.